Bonsoir, aujourd'hui, jeudi 23 octobre, à notre direct, nous parlerons d'euthanasie et de trafic d'organes avec Georges Buscemi. Chantal Anne Dumas exposera la mainmise grandissante de l'État sur les soins naturels. Richard Descaries fera le point sur le bras de fer politique entre pouvoir, médecins et citoyens. Ce soir, révélation choc. Analyse sans filtre et de solides invités. Mais tout d'abord, je tiens à vous réitérer que vous pouvez toujours regarder l'intégralité de chacune de nos émissions sur les chaînes et les médias suivants, sur Facebook, pour tous ceux et celles qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, sur Telegram, sur X, sur Odyssey, sur Rumble, sur Gather, sur Gab, sur Crowdbunker, sur Vimeo, sur YouTube et bien sûr sur notre site Internet au www.tovox.tv. Merci de nous aider en contribuant financièrement à l'avancement de notre média. Merci de regarder et merci de prendre le temps de mettre un j'aime. Je le dis à chaque semaine, vous ne pouvez pas savoir la différence que ça fait juste de prendre le temps, alors que vous nous écoutez, de mettre un j'aime sur l'émission que vous regardez ce soir. Et ça serait grandement apprécié. Merci également de partager le contenu de chacune de nos productions. Depuis quelques années, le Canada est passé d'un simple encadrement de l'euthanasie à une véritable industrie médicale du don de soi ultime. En 2025, un homme américain a reçu le cœur d'un Canadien euthanasié, une première mondiale. Mais derrière la prouesse scientifique, une question se pose, une question choc se pose. Sommes-nous en train de transformer la mort en ressource médicale? Ce soir, j'en parle avec mon premier invité, immédiatement après ce qui suit. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content de te retrouver sur le plateau ce soir pour parler d'un sujet qui est tabou aujourd'hui, puis surtout avec l'angle sur lequel tu vas nous l'apporter. Il y en a probablement qui vont être même surpris de cet angle-là. En 2025, à Ottawa, un homme de 38 ans atteint de SLA reçoit l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie. Son cœur est réanimé par une machine puis greffé à un Américain qui vit à Pittsburgh. Succès médical, fierté canadienne, mais aussi un malaise profond. Georges, comment expliquer que le Canada soit devenu le leader mondial du don d'organes après euthanasie devant la Belgique, voire même les Pays-Bas? Alors, premièrement, il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui ont légalisé l'euthanasie. À ce jour, il y a les Pays-Bas, la Belgique, le Canada et quelques États américains, très démocrates, très bleus. Alors, à part ça, il n'y a pas grand place où l'euthanasie est légale. Ça s'en vient en France, ça s'en vient au Royaume-Uni, mais pas encore. Alors, il n'y a pas tant de pays que cela. Et en plus, donc, si le Canada est plusieurs fois plus grande population que les Pays-Bas ou la Belgique, alors il va y avoir forcément plus d'euthanasie et donc plus de dons d'organes après l'euthanasie. Parce qu'on est le leader mondial en matière d'euthanasie. Oui, donc il y a eu 286 cas repérés de dons d'organes après euthanasie, puis Canada, il y en avait 136 de ces 286. Donc c'est le leader mondial en cette matière. Dans le cas du cœur transplanté à Pittsburgh, qu'est-ce qui t'interpelle le plus, la technologie ou l'éthique de prélever un cœur quelques minutes après une injection létale? Bien, il y a plusieurs enjeux entremêlés dans cette affaire-là. Donc, premièrement, l'euthanasie, qui est, selon moi, inacceptable parce que c'est le suicide d'une personne, assisté d'une personne. Alors là, c'est qu'on permet aux médecins de tuer leurs patients. On permet de tuer le patient au lieu de tuer sa douleur. Donc, on élimine normalement la douleur et non le patient. Alors, l'euthanasie en soi, pour moi, est très problématique. Mais deuxièmement, c'est que maintenant, on dit, bien là, puisqu'on a l'euthanasie, on peut en profiter après pour prélever les organes qui normalement nécessitent la mort d'une personne pour avoir ces organes-là. Alors, il y a le don d'organes où la personne demeure vivante, comme un rein, par exemple, peut être donné.
Mais dans la plupart des cas, comme le cœur, par exemple, il faut que la personne soit morte. Mais on ne peut pas avoir un cœur d'une personne de 78 ans ou 80 ans, c'est inutile. Ouais. Donc, il faut un cœur d'une personne assez jeune, comme cette personne-là de 38 ans. Alors maintenant qu'on offre l'euthanasie pour toutes sortes de choses, y compris la maladie mentale, donc dans ce cas-là en particulier, de maladie mentale, on peut dire, le corps en soi est en santé, donc c'est un terreau fertile pour la culture d'organes. Ouais. Donc, c'est inquiétant parce qu'il y a une demande énorme pour les organes. Il y a des gens qui ont besoin de cœur, de toutes sortes de choses. Donc là, en marché capitaliste, la demande doit se trouver à quelque part. Est-ce que tu comparerais ce marché-là au marché de l'avortement quand on fait avec le trafic du don d'organes qu'on fait avec les enfants qui ont été avortés? Mais justement, puisqu'il y a une valeur, quand il y a une valeur, quelque chose a une valeur, bien là, inévitablement, à moins qu'il y ait des barrières éthiques très solides, bien là, il va commencer à avoir un marché pour cette chose-là. Alors là, il y a un marché pour les organes. Et là, on va faire en sorte qu'on puisse fournir pour ce marché-là. Alors là, avec l'euthanasie, ça devient encore plus possible de fournir les organes que le marché demande. On parle désormais d'un protocole standardisé. Décès déclaré en moins de 7 minutes, organes aussitôt prélevés. Est-ce encore de la médecine ou une logistique de la mort utile? C'est que maintenant, il y a une problématique au don d'organes. C'est que pour avoir des organes viables, le corps doit être en quelque sorte encore vivant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que nous avons inventé, et ça c'est documenté dans le livre Le sophisme de la mort cérébrale, en anglais The Brain Death Fallacy, on a inventé une nouvelle sorte de mort en 1968. C'est la mort cérébrale. Avant, la mort, ça voulait dire cadavre, mort, respire plus, aucune activité, il est mort. Ouais. Mais quand une personne est morte de cette façon-là, les organes sont complètement inutiles. On ne pourrait pas les récupérer. Si le corps est froid, ça fait comme 1 heure qu'il est mort, on ne peut pas récupérer les organes à ce moment-là. Ouais. Donc, on s'est dit, ben là, vraiment, la mort, c'est quand le cerveau est mort ou inactif. Comme ça fait l'affaire des préleveurs d'organes parce que, en fait, le cœur bat encore, peut battre encore, même si le cerveau est mort. Ou inactif, c'est-à-dire pas mort, mais inactif. Le cœur bat encore. Donc, la circulation sanguine est encore présente. Et donc, les organes sont encore vivants. Et donc, quand on prélève les organes, on peut les transplanter. Donc, quand on dit à l'intérieur de 7 minutes, bien, c'est exactement ça qu'il faut. Sinon, l'organe est inutilisable. Et donc, je trouve qu'il y a un problème éthique à plusieurs niveaux dans cette instance de prélèvement d'organes après euthanasie. Une chose, c'est qu'on peut faire des pressions auprès des patients malades pour leur dire « Prenez l'euthanasie, il y a une personne qui attend votre cœur. » Alors, il y a cette pression-là éthique complètement inacceptable. Selon toi, ça se fait? Ça s'exerce, cette pression-là? On peut s'imaginer que de telles choses arrivent parce que là, on peut dire « Regarde, vous n'allez pas avoir une qualité de vie, ça n'a pas de bon sens. » Ils ne vont pas le dire comme ça, mais ils vont dire « Regardez, il y a une petite fille qui attend vos reins, il y a un petit garçon qui attend vos yeux, il y a un monsieur qui attend votre cœur. Vous n'allez pas avoir ça ne sera pas dit comme ça, mais la personne va se le dire. Il y a toutes sortes de gens qui attendent mes organes, puis moi, qu'est-ce que je fais ici? Je suis sur le lit, je ne fais rien. Alors, vaut mieux qu'on m'euthanasie, qu'on prenne mes organes, ça sera mieux comme ça. Je pourrais fournir, je pourrais être utile. Là, je me sens inutile dans mon lit. C'est ça, la logique qui s'installe. Mais je t'entends parler, Georges. Comment expliquer au grand public la différence entre un don d'organes après un accident et un don après euthanasie volontaire? Où se situe la frontière morale dans tout ça? Bien, je dirais que, bon, c'est clair qu'un don d'organes après euthanasie, c'est totalement immoral, selon moi. Pourquoi? Parce que l'euthanasie consiste à la mise en mort d'une personne avant le temps de sa mort réelle. Donc, on demande aux médecins de nous tuer, donc c'est un suicide assisté. Et le suicide est gravement immoral, selon moi.
Absolument. Bon, donc, on met ça de côté. Là, on dit, on signe sa carte de don d'organes. On a un accident en motocyclette, disons. Et ensuite, ce qui arrive, là, je parle d'un enjeu éthique quand même qui demeure. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, pour qu'un organe soit viable, le prélèvement d'organes doit se faire lorsque la personne est en quelque sorte encore vivante. Et ce qui tue la personne, c'est le prélèvement de cet organe. C'est l'extraction du don d'organes. C'est ça. Parce que sinon, l'organe serait non viable. Si on disait, OK, la personne a donné sa permission, on va attendre qu'elle soit morte, on va attendre 1 heure, elle va être froide, là, on peut prendre les organes. Non, ça ne marche pas comme ça. Les organes seront complètement inutiles. Donc, nécessairement, la mort de la personne sera provoquée par l'extraction de ses organes. Donc, quand on signe sa carte, c'est on dit au médecin, vous avez le droit de me tuer en sortant mes organes de mon corps. Et là, donc, c'est une permission encore. C'est comme une euthanasie voilée. Même si on n'est pas d'accord avec l'euthanasie, si on signe sa carte de don d'organes, c'est comme si on permettait aux médecins de nous euthanasier par extraction d'organes. Et je pense que c'est problématique. C'est fort parce que, honnêtement, je n'avais jamais pris le temps d'y penser. Puis encore là, ça me choque quand tu parles comme ça parce que j'ai jamais cheminé dans cette direction-là. Oui, donc, tu es en train d'explorer ou de nous faire explorer un nouvel avenue que personne n'a jamais exploré auparavant. Mais c'est que, ou très peu l'ont fait. C'est que ça a été documenté. La docteure Heidi Klessig, OK? Lorsqu'elle apprenait la médecine, elle était assistante, on parlait de prélèvement d'organes. Elle disait, OK, très bien, très bien. Elle avait un patient devant elle. Là, le médecin lui dit, mais mettez de l'anesthésie. C'était une anesthésiste. Elle dit, il est censé être mort. Pourquoi mettre de l'anesthésie? Puis le médecin a dit, fais-le. Fais-le, au cas où. Parce que, en fait, il n'est pas mort. Il y a des réflexes. Il y a une femme morte cérébralement, donc de cette fausse mort inventée en 1968, dans l'État d'Atlanta dernièrement, était 4 mois enceinte lorsqu'elle a cessé ses activités cérébrales. Ouais. Elle a été mise à l'hôpital sur respirateur et elle a accouché de son enfant. Ouais. En d'autres mots, son corps était vivant et le fœtus développait dans son corps et toutes les actions vitales étaient présentes jusqu'à l'accouchement. Wow. Donc, la mort cérébrale, ce n'est pas une vraie mort. Ce n'est pas une mort absolue, mort. C'est une suspension de l'activité cérébrale, mais le corps est encore vivant. Donc, quand on signe sa carte de don d'organes, on donne la permission au médecin de nous tuer, finalement. Et il y a eu même un cas, T.J. Hoover aux États-Unis. Le médecin avait dit, OK, il est mort cérébralement, maintenant, faites l'extraction de ses organes. Il a signé sa carte de don d'organes. Et il commençait à se débattre sur la table d'opération. Il y avait comme un réflexe de défense, d'autodéfense. Ouais. Ils ont annulé les extractions. la chirurgie, Wow. puis il a fini par survivre, puis il a même dansé lors du mariage de sa sœur. Wow. Alors, il a servi. Donc, sa mort cérébrale, ça n'en était pas une pour de vrai. Alors, il y a même la perfusion régionale normothermique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne est sur respirateur, disons une personne comme en coma respirateur. On éteint le respirateur, ça arrête le cœur arrête de battre. Ensuite, on bouche toutes les artères vers le cerveau. Ensuite, on rallume le respirateur. Donc, ça repart le cœur. Donc, le corps est encore bon. Il conserve sa vie, mais on a bouché la tête pour pas que la tête se réveille, pour qu'on puisse la déclarer morte cérébrale, Wow. pour qu'ensuite on puisse prélever les organes. Là, tu nous parles d'une pratique qui se fait, là. C'est une pratique Oui, courante. c'est une pratique courante au Canada. C'est Wow. illégal en Australie.
mais c'est courant au Canada parce qu'on c'est comme on traite la personne comme un sac d'organes. Non, c'est ça. Alors, c'est vraiment rendu grave, là. C'est rendu Écoute, problématique. On parle de gravité. Il y a des anciens combattants canadiens qui ont été diagnostiqués avec un trouble de stress post-traumatique à la suite de leur service en Afghanistan qui se sont vus proposer l'euthanasie comme solution à leurs problèmes de santé mentale. Il y a des Canadiens atteints de maladies non terminales qui ont demandé l'aide à mourir pour des raisons sociales. Certaines personnes ont demandé à être euthanasiées pour des raisons non médicales, notamment en raison de l'isolement et de l'itinérance. Oui, Il y a un sans-abri, Ouais. une femme qui souffrait d'obésité, un travailleur blessé et de récentes veuves qui ont tous demandé l'euthanasie au Canada, provoquant un malaise éthique chez les médecins face à l'une des lois les plus permissives au monde, selon une enquête de l'Associated Press. Comment, Georges, on en est arrivé à devenir une société où l'euthanasie devient une solution sociale à la pauvreté, aux handicaps ou au manque de soins? Il y a trop de patients dans les lits, c'est trop cher. Donc, si on peut trouver des raisons pour sortir les gens des hôpitaux, faire place à de nouveaux patients, bien, on va recourir à l'euthanasie. Puis aussi, comme j'ai dit, il y a l'offre et la demande. S'il y a une demande très forte d'organes, on va trouver des raisons pour euthanasier, pour ensuite prélever les organes. Et le plus de catégories de monde disponibles, le mieux c'est. Aussi, c'est ça, on passe d'une société où on tente de résoudre des problèmes à une société où c'est la personne qui est le problème. L'humain lui-même devient la chose à éliminer. Donc, on parle aussi pour l'environnement, par exemple. Ou on fait sentir qu'il est un problème. C'est que, oui, l'humain est de trop sur cette planète. L'humain est la cause des problèmes climatiques, etc., supposément. L'humain, donc, est le problème à résoudre. Donc, c'est de ça que je parlais quand je disais, il faut éliminer la douleur et non le patient. C'est pour ça que l'euthanasie est mauvaise, c'est qu'on a changé notre mentalité. Le patient en soi est devenu le problème. Mais en plus, il y a une demande pour ses organes. Alors, le fait qu'il demeure en vie avec une vie inutile est choquant pour le système qui veut ses organes pour les envoyer à d'autres pour des... C'est ça. Mais tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que quand même, la statistique, elle est effrayante. 35 des personnes euthanasiées disent se sentir un fardeau pour leur entourage. Dans un contexte, parler de don d'organes après l'euthanasie, ça n'ajoute pas une nouvelle forme de pression morale. Je sais que tu l'as élucidé d'entrée de jeu en disant, bien, si tu veux partir, au moins, sauve quelqu'un. Rends ta mort utile à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est même le contraire, c'est qu'avant même que la personne contemple l'euthanasie, sachant que ses organes puissent servir, la personne va se dire, pourquoi je demeurerais en vie? Pourquoi je m'acharnerais à vivre? Je suis plus utile mort que vivant. Sachant que mes organes peuvent servir, mais moi, si je continue à vivre, je vais juste être dans mon lit, je vais peut-être regarder la télé, puis tant qu'à faire, mieux vaut que je meure puis que d'autres puissent vivre. Donc, ça devient une conception utilitaire de la vie. Quand on est plus utile selon les critères mondains de l'utilité, on a presque un devoir de se faire... Ma question est paradoxale. Est-ce qu'on est arrivé, Georges, à déshumaniser la mort? Ou la rendre vraiment comme... Bien, c'est qu'on veut... Je pense que derrière tout cela, c'est qu'on veut oublier la mort. Puis aussi, on pourrait dire, on veut oublier le jugement qui vient après la mort. Donc, on est en train de se créer comme un genre d'utopie dans ce monde où on ne disparaît pas, mais on continue notre vie éternelle par nos organes, par notre contribution à la société. On veut oublier l'après. On veut dire, regarde, je n'ai pas disparu, je ne disparais pas, c'est mes organes. Puis peut-être la personne ensuite qui va mourir va donner ses organes, ça va être comme une chaîne continue. On n'aura pas... La mort sera comme abolie d'une certaine manière. On sera recyclé. C'est le recyclage humain.
Comme tu le sais déjà, la loi canadienne évolue. Extension prévue aux troubles mentaux d'ici 2027. Débat sur les mineurs matures. Ouais. Ça, je saigne déjà du nez juste en disant ça. Consentement présumé aux dons dans certaines provinces, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Pendant ce temps, le nombre de décès par euthanasie grimpe chaque année. Oui. Selon toi, jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on pourrait voir un jour des mineurs ou des dépressifs admissibles à l'euthanasie au nom de l'autonomie? Absolument, ça va devenir sur demande. Selon moi, si la tendance se maintient, l'euthanasie deviendra sur demande. Simplement parce que, selon la logique de l'autonomie absolue, qui êtes-vous pour juger de mes raisons pour quitter ce monde? Alors, les gens vont dire, OK, on n'a rien à dire, on va le laisser faire. Puis en plus, la logique du marché va être très forte. Surtout pour les jeunes, c'est encore mieux. Des organes très, très viables et en santé. Alors, il y a encore plus une tentation pour dire, on n'arrête pas ça, c'est parfait pour nous. Donc, oui, la logique s'en va vers l'euthanasie sur demande. Comment restaurer une culture de la vie dans un système de santé qui, de plus en plus, valorise la mort comme étant la solution ultime? Oui. Alors, la dérive que nous voyons vient du fait que les gens oublient, justement, Dieu, qui oublient que l'horizon ultime de la vie, c'est pas la vie maintenant, mais c'est la vie éternelle. Donc, ils ne veulent pas contempler l'éternité. Ils veulent juste comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie temporelle. Donc, l'horizon éternel est oublié. Le je me souviens sur la plaque d'immatriculation ne vaut pas grand-chose. Si on oublie Dieu, on oublie la morale, on oublie le sens de la vie. Et donc, tout devient utilité. Suis-je utile pour l'autre? Si je ne peux pas être utile. Mais le chrétien, le croyant, lui a en tête de plaire à Dieu, à ses commandements. Donc, Dieu nous demande de porter notre croix, d'aller jusqu'au bout, de faire confiance. Ce n'est pas l'utilité, c'est la fidélité, finalement, qui compte. Alors, c'est toute une autre, je dirais, attitude. Puis, si on perd ça, mais nécessairement, le droit, la santé, l'éducation, tout ça va aller vers autre chose. Là. Ça va devenir tordu. On va substituer par autre chose. Bien, c'est qu'on va avoir un autre sens à la vie, un sens pervers, un sens qui va vers la mort, vers l'utilisation des autres pour le bien soi-disant commun, mais ça finit par être le bien de quelques oligarques qui dirigent le monde selon leur bon vouloir. Bien, merci beaucoup, Georges, d'avoir partagé le fruit de tes recherches sur l'euthanasie avec nous ce soir. C'est vraiment apprécié. Vous savez, l'euthanasie, il y a un mal de vivre à travers l'euthanasie qui se communique. Et je pense que, comme Georges le disait, dans l'absence de Jésus, on a tendance à substituer notre mal de vivre par autre chose. Puis ça peut être des solutions comme, tout simplement, l'euthanasie ou arriver à s'enlever la vie. Mais ces solutions-là, définitivement, ne pourront jamais remplacer le bien-être que Jésus peut vous donner dans votre cœur. Ça, c'est clair. Vous savez, ma prochaine invitée, elle est membre de l'Association des naturopathes agréés du Québec depuis 1998. Elle possède une formation complémentaire en anthropologie médicale. Sa pratique clinique intègre diverses approches thérapeutiques. Elle dispose d'une solide expérience comme conseillère médicale pour plusieurs entreprises de suppléments nutritionnels et a également collaboré avec les autorités de santé publique à Cuba. Elle a pris part à de multiples missions humanitaires et coordonné des congrès internationaux destinés aux professionnels de la santé ainsi qu'au grand public. Reconnue en tant qu'experte dans le domaine de la santé des femmes, elle a acquis des compétences avancées en médecine fonctionnelle et de précision. Ses domaines d'intérêt vont de l'utilisation traditionnelle des plantes médicinales à l'étude des variations génétiques et leur influence sur la santé. Elle transmet régulièrement son expertise à travers des formations
une présence soutenue dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elle anime un webcast hebdomadaire intitulé Santé sans censure et assure la rédaction en chef de la revue Vitalité Québec. Elle poursuit son activité clinique à distance et propose des consultations en français, en anglais et en espagnol. Et d'ailleurs, on mettra le lien de cette dame dans la description de la vidéo. Je m'entretiendrai avec Chantal-Anne Dumas au retour de ce qui suit. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je sais qu'on s'est donné la permission de se tutoyer, donc je veux vraiment te remercier d'avoir accepté l'invitation. Tu été une référence de Annie Junot, Annie qui est une collaboratrice à l'émission de Théovox. Donc je suis vraiment content de t'accueillir ce soir à distance parce que tu nous parles de la République dominicaine chanceuse. Donc je veux vraiment prendre le temps de t'accueillir ce soir et merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous pour parler de naturopathie. Je l'ai dit précédemment, tu as un CV extraordinaire, incroyable, et je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à discuter ensemble ce soir sur un sujet qui te passionne, la naturopathie, et faire le parallèle avec tout ce qui se passe présentement au Québec et au Canada. Chantal, pendant des décennies, les Canadiens ont pu choisir librement des produits de santé naturelle, des approches alternatives et des pratiques ou des praticiens indépendants. Mais depuis quelques années, il y a un virage profond qui s'opère, réglementation plus stricte, produits retirés du marché, guerre contre les praticiens non médicaux et contrôle accru des discours de santé. Aujourd'hui, la question dépasse les vitamines et les plantes. Sommes-nous en train de perdre la liberté de nous soigner selon nos convictions? Absolument. D'abord, merci Jean-François pour la belle invitation. Ça fait longtemps que j'attendais l'opportunité de me joindre à vous à Théovox, donc c'est un plaisir et un honneur pour moi. Merci. Et surtout pour parler évidemment d'un sujet qui me passionne, la naturopathie, et absolument la question de la liberté de choix en matière de soins de santé. Est-ce qu'on a toujours eu la liberté de se soigner librement? On pourrait aussi en débattre, mais disons que c'est vrai qu'on sent certainement que l'étau se resserre, plus particulièrement depuis juin 2023, avec la loi C-47, et ça s'est fait un peu en douce. Donc, beaucoup de Canadiens ne sont pas au courant des réels enjeux entourant la santé. Tout à fait. Écoutez, tu l'as invoqué, Chantal, depuis 2023, les produits de santé naturels sont officiellement considérés comme des produits thérapeutiques au sens de la loi de Vanessa. Ça signifie qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes que les médicaments pharmaceutiques, homologation complexe, étiquetage obligatoire et même possibilité de rappel par Santé Canada. Pour les naturopathes et les consommateurs, ce virage représente une perte de liberté et une augmentation considérable des coûts. Depuis votre expérience de naturopathe, quels changements concrets dans votre industrie vous avez observé dans l'accès aux produits naturels depuis cette reclassification? Il y a comme deux sujets là, dans ta question. En réalité, c'est pas réellement la loi Vanessa qu'on appelle qui a changé cet état de fait. Il faut déjà comprendre qu'au Canada, auparavant, avant la mise en place en 2004 de la direction des produits de santé naturelle, on avait deux catégories pour classifier à peu près tout. Donc, c'était des aliments ou des drogues. Alors, les produits de santé naturelle, comme on leur appose ce qu'on appelle des réclames thérapeutiques, c'est-à-dire, par exemple, on va dire que la vitamine C a des propriétés antioxydantes, donc ça pourrait nous protéger contre des maladies où il y a des radicaux libres comme le cancer, par exemple. Donc, ça, c'est une réclame thérapeutique.
Évidemment, si c'est un aliment, on ne peut pas faire une réclame thérapeutique sur un aliment. Alors, il nous restait l'option des drogues. Et à ce moment-là, ça devient compliqué parce qu'évidemment, les produits de santé naturels, on ne peut pas toujours les traiter de la même façon que des drogues. Et un bon exemple de ça, c'est que en général, un médicament va avoir une molécule principale d'action. Donc, on va savoir exactement à quoi s'attendre en termes de propriétés thérapeutiques et de résultats dans une étude clinique. Mais les plantes sont beaucoup plus complexes. C'est des synergies de différentes molécules qui vont souvent agir sur différents paliers. Il va y avoir des molécules antioxydantes, des molécules anti-inflammatoires, peut-être antibactériennes, peut-être antivirales. Donc, on ne peut pas toujours soumettre les plantes, par exemple, au même type d'études que les médicaments parce qu'ils n'agissent pas de la même façon. Donc, ce n'est pas toujours simple de classifier non plus les produits naturels dans la catégorie des médicaments. Et les plantes, il faut le comprendre aussi, elles ont évolué avec l'humain, donc il y a toute une utilisation traditionnelle dont on ne tient pas compte quand on rentre, par exemple, une plante dans la catégorie des médicaments. Alors, on a créé une troisième catégorie au Canada qui s'appelle les produits de santé naturels. Alors, on a ouvert cette troisième catégorie quand on a créé la direction des produits de santé naturels. À la base, ça partait d'un bon principe, mais la conséquence dans l'industrie, et là, selon les études et les auteurs qu'on consulte, on va parler d'une perte d'accès aux produits qui va jusqu'à 70 Donc, avant l'établissement de la direction des produits de santé naturelle, on avait quelque chose comme 90 000 produits de santé naturelle au Canada et on est passé facilement en deçà de 40 000 parce que les exigences pour obtenir les licences, évidemment, il y a des coûts qui sont associés à tout ça. Les compagnies devaient soumettre les études, devaient payer pour les licences et tout. Donc, tous les petits joueurs, tous les producteurs, les petites chaînes québécoises là, qui faisaient leur teinture mère et tout, n'ont pas pu suivre. Et donc, ça a eu comme effet de concentrer le marché et les produits dans les mains des plus grosses compagnies. Et le modèle aussi de la direction des produits de santé naturelle, comme il faut fournir à chaque fois les preuves pour chacune des plantes, chacun des formats, chacune des saveurs de produits, eh bien, ça a réduit beaucoup. Les compagnies disaient, plutôt qu'avoir 5 saveurs et demander 5 licences ou 5 formats, ils ont réduit le nombre de produits. Donc, ça a techniquement beaucoup réduit notre accès aux produits. Et évidemment, quand les compagnies doivent payer pour des licences et tout ça, ils refilent les coûts aux consommateurs. Donc, ça a eu comme conséquence néfaste d'augmenter les prix. Et donc, ça a été mis en application en 2004. Ça fait quand même longtemps. On a appris à composer avec ça. Ce qui est venu changer la donne, c'est pas tant la loi Vanessa, parce qu'on doit comprendre que l'histoire de Vanessa, c'est que suite à l'utilisation d'un médicament dont les effets n'avaient pas nécessairement été rapportés, tout ça, il y a eu un décès. Donc, Santé Canada a modifié la loi pour être plus en mesure de recueillir les témoignages et les plaintes concernant les effets secondaires et avoir plus de pouvoir en termes de faire des rappels. Donc, ça ne nous touchait pas tant nous par rapport à l'industrie des produits de santé naturels. Mais si je comprends bien, ce qui vous touche le plus, c'est vraiment l'adoption en 2023 de cette loi qu'on appelle C-47, qui est venue nuire à quelque part à l'autonomie des praticiens dans le milieu de la santé naturelle. Exactement. C'est que cette fameuse loi C-47, donc qui est passée en juin 2023, ce qu'elle vient faire, c'est en réalité défaire tout le travail qui avait été fait par la Direction des produits de santé naturelle. C'est-à-dire que tranquillement, en douce, on est en train de vouloir éliminer cette troisième catégorie qu'on avait créée pour remettre tout à coup les produits de santé naturelle dans la catégorie des médicaments. Et le problème fondamental avec ça, en plus d'augmenter les exigences par rapport aux licences, d'augmenter les coûts et tout ça, c'est que quand on parle d'un produit naturel qui est une plante avec laquelle les humains évoluent depuis des années et tout ça, c'est très correct qu'on veuille que les produits soient soumis aux bonnes pratiques de laboratoire. Donc ça, c'est ce qui va faire que le produit va avoir un produit de santé, un numéro de produit de santé naturel qui va lui être apposé. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde veut être sûr que quand on dit qu'on consomme de la valériane, c'est de la valériane qu'il y a dans le produit et que la valériane a été bien entreposée, etc. Tout ça, on est d'accord. Le problème, c'est que quand on remet les produits de santé naturelle dans la catégorie des drogues,
c'est qu'on part d'un principe de dangerosité et un principe de restriction de l'accès. Parce que maintenant, pour vendre le produit, ça prend absolument l'autorisation de Santé Canada sous la forme d'une licence. Donc, on part d'un principe de quelque chose qui est dangereux et dont l'accès est restreint. Et ce n'est pas le cas des produits de santé naturelle, et c'est ça qui est dérangeant, parce que c'est toujours le même discours de c'est dangereux, mais comme je dis souvent, where are the dead bodies? Sont où les cadavres? Parce que dans toute l'histoire de l'utilisation des produits de santé naturelle au Canada, il n'y a pas un seul décès, il n'y a pas un seul accident grave qui peut être directement relié à l'utilisation d'un produit de santé naturelle, que ce soit une plante, que ce soit une vitamine. Donc, on nous soumet toujours à des règlements de plus en plus sévères qui augmentent les coûts, plus restrictifs, mais sans motif valable. Mais selon vous, c'est là où le bas blesse pour nous. Selon vous, Chantal, ces mesures sont présentées souvent comme un gage de sécurité à la population. S'agit-il vraiment... L'intention réelle est-il vraiment de protéger les Canadiens ou c'est un prétexte pour mieux contrôler le marché des approches naturelles? C'est absolument ça. Ouais. En fait, c'est sûr que ça protège certains Canadiens, les actionnaires des compagnies pharmaceutiques, entre autres. Ouais, c'est ça. Ben, pas pour les mêmes raisons. Exactement. C'est ça. C'est que c'est toujours sous le prétexte de nous protéger, mais nous protéger de quoi? Puisque, comme je mentionnais, il n'y a pas eu d'accident grave, il n'y a pas eu de décès. Alors, pourquoi à chaque fois rendre le cadre plus restrictif? Et en même temps qu'on est en train de remettre les produits de santé naturelle dans la catégorie des drogues, on a créé une autre catégorie qui s'appelle les autosoins. Alors, dans ce cadre d'autosoins, ce qu'on a fait, c'est dire, maintenant, on ne peut plus dire que, par exemple, tel produit a telle réclame thérapeutique. On va nous permettre seulement des produits avec des très petites doses, parce que le principe, quand on a créé la direction des produits de santé naturelle, c'était que les produits de santé devaient être recommandés par des professionnels compétents. Mais donc, maintenant, en mettant ça dans la catégorie des autosoins, on va réduire les doses, on va réduire les produits en disant, oui, mais les gens s'automédicamentent, on ne peut pas leur donner des produits qui ont un réel pouvoir thérapeutique. Donc, la raison, selon moi, pour laquelle on fait ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de la part de Santé Canada d'éliminer les produits ou d'éliminer les approches complémentaires en santé, les Canadiens sont montés aux barricades. Il y a environ 70 de la population canadienne qui a recours à nos services ou qui utilise des produits de santé naturels. Donc, c'est sûr que les gens ont protesté. Alors, en créant des restrictions comme celle-là qu'on passe par la bande, qui ont un impact sur les coûts, qui ont un impact sur les produits disponibles et qui créent beaucoup de peur parce que, bon, on a mentionné Annie Junot, quand on prend des cas et qu'on les élève en exemple comme ça, ça fait peur aux praticiens, ça fait peur à la population et donc c'est un moyen détourné, selon moi, de restreindre l'accès, de restreindre aussi l'information parce que comme on n'a pas le droit d'exprimer les réclames thérapeutiques, on n'a plus le droit de dire ce que font les produits, finalement, eh bien, ça restreint la possibilité pour les gens d'avoir accès à cette information. Il y a une énorme censure. Alors, on nous fait croire que ce n'est pas de la censure en créant cette catégorie d'autosoins. Donc, c'est des moyens détournés. On assiste vraisemblablement à une dérive autoritaire dans le secteur de la santé quand on veut commencer à contrôler ce que les gens ont le droit de choisir et n'ont plus le droit de choisir. Pensez-vous que cette nouvelle législation traduit une volonté plus profonde, c'est-à-dire celle d'uniformiser la santé selon un modèle pharmaceutique mondial au détriment des approches naturelles? C'est ma conviction profonde. Oui. C'est ma conviction profonde. On a juste à regarder, parce que souvent les gens vont dire ils ne peuvent pas faire ça. On a juste à regarder ce qui s'est passé en 2020 et dans les années qui ont suivi et l'imposition d'un pass COVID. Et donc, on sait maintenant qu'avec les balbutiements de l'identité numérique dans différents pays, l'identité numérique qui va être reliée à notre passeport vaccinal, et donc ces volontés de mettre en place un peu partout des fameux vaccins à base d'ARN messager, supposément pour prévenir plusieurs cancers et tout ça, alors que l'expérience nous démontre le contraire. Ouais. Je pense qu'il y a clairement une volonté de soumettre la population à des traitements auxquels on ne consentirait pas autrement, mais pour pouvoir avoir accès à notre identité numérique, donc notre capacité de voyager, notre argent, nos comptes de médias sociaux et tout ça. Ouais. Donc, pour moi, il y a clairement une volonté, et c'est au niveau international, c'est pas qu'au Canada,
de mettre en place ce genre de mesures. Oui. Chantal, alors que le fédéral encadre de plus en plus les produits thérapeutiques, le Québec, de son côté, renforce la mainmise du Collège des médecins sur tout ce qui touche la pratique de la santé. L'affaire Annie Junot, poursuivie pour exercice illégal, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, a mis en lumière la tension entre la médecine conventionnelle et les approches naturelles. Où s'arrête la compétence et où commence la censure, selon vous? Bien, en fait, le problème, tu l'as mentionné, c'est que ça l'a mis en lumière. En fait, les règlements n'ont pas changé. C'est juste que tout d'un coup, cette situation qui a joui d'une certaine couverture médiatique a fait prendre conscience aux gens quelle est la situation. Mais moi, je suis praticienne en pratique clinique depuis 28 ans et la situation, elle n'a pas évolué en 28 ans. On a les mêmes règlements qu'il y a 50 ans. Ouais. Donc, c'est même plus une affaire, à un moment donné, de compétences. C'est une affaire de gestion politique de la situation. Alors, on est toléré, on n'est pas illégaux au Québec. D'ailleurs, le Québec est une des rares provinces canadiennes dans lesquelles la naturopathie n'est pas soit sanctionnée par un ordre professionnel ou encadrée dans un cadre juridique quelconque. Donc, on est toléré. Ça veut dire que moi, personnellement, depuis 28 ans, je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce qu'il faut comprendre que dans le cas d'Annie, comme dans les autres cas, quand il y a des poursuites, généralement, les gens ne sont pas poursuivis pour un manque de compétences ou parce que les consultations ou les conseils ont causé préjudice aux patients. C'est habituellement des faux patients, c'est des acteurs qui sont envoyés pour nous prendre en défaut, soit dans notre langage, soit dans le fait qu'on a accompagné. Annie, hier soir, dans une entrevue qu'on a accordée conjointement, expliquait un cas où elle a elle-même obtenu des numéros de produits de santé naturelle pour des produits qu'elle recommande dans le cadre de sa pratique clinique. Et pour avoir dit aux patients les mêmes allégations qui figurent sur ces produits et qui sont autorisées par Santé Canada, elle est poursuivie pour pratique illégale de la médecine parce qu'elle a conseillé un produit, par exemple, contre la constipation. Alors, même si le produit le dit, on n'a pas le droit, nous, de le dire parce que ça devient de la pratique illégale de la médecine. Mais Donc, Chantal, on voit bien... Oui. Je m'excuse, je ne vais pas t'interrompre, mais moi, je trouve ça paradoxal parce que tu es issu du Québec, tu as vécu au Québec, tu as grandi au Québec. Je trouve paradoxal la poursuite du Collège des médecins contre Annie Junot. Puis de l'autre côté, on a un ministre de la Santé qui est un comptable, que lui a encouragé une population complète à se faire injecter par l'injection COVID, qui n'est même pas un vaccin. Puis que lui, c'est correct, même si c'est un comptable qui essaie d'influencer une population à aller passer à travers une injection. Puis que tu as quelqu'un comme Annie Junot qui conseille des produits naturels à des patients pour leur bien-être. Il n'y a pas un paradoxe quelque part là-dedans? Il n'y a pas deux poids, deux mesures? On n'en est pas un paradoxe près, mais effectivement. Et la différence, c'est que si le ministre de la Santé était un naturopathe, il aurait clairement été poursuivi. Et donc, ce qui est hallucinant là-dedans, c'est que dans ce cas-ci, ce qui était proposé, bien même pas proposé, ce qui était, on va dire, fortement encouragé, c'est donc une injection génique expérimentale, ce qui contrevient complètement au Code de Nuremberg qui dit qu'on ne peut pas imposer des traitements sans consentement libre et éclairé. On n'a jamais eu de consentement libre parce que l'information ne circulait pas. D'ailleurs, ce matin, j'étais heureuse de partager un clip où on parle du fait que les injections ARN messager circulaient dans tout le corps. Moi, c'est ce qui a causé un peu ma perte parce que dès le début, j'ai parlé de ces mécanismes de livraison de l'ARN messager. Et maintenant, 4 ans plus tard, ça sort. Mais donc, effectivement, alors d'un côté, des traitements dont la dangerosité est maintenant clairement établie ont été renforcés sur une population. Mais nous qui faisons du conseil à la santé, qui faisons de la gestion de mode de vie, bien, tout d'un coup, on est dangereux. Mais là, le pire paradoxe, selon moi, c'est que quand, justement, on a créé la direction des produits de santé naturelle et qu'on a décidé que Santé Canada a légiféré qu'on devait permettre l'accès libre aux produits de santé naturelle et que les produits devaient être accompagnés de conseils de gens compétents, bien, clairement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui recommande ces produits-là. On a 4 ans de formation comme naturopathe au Québec pour recommander les produits de santé naturelle. Mais tout d'un coup, quand on le fait, on est dangereux. Mais d'un autre côté, moi, j'ai participé aux démarches avec l'Office des professions pendant de nombreuses années
pour créer un ordre professionnel des naturopathes. Et on nous refuse la création d'un ordre professionnel sous prétexte qu'on n'est pas dangereux. Alors, à un moment donné, il faut se décider. Est-ce qu'on est dangereux et il faut encadrer les pratiques et les produits, ou on n'est pas dangereux et donc on ne mérite pas d'avoir un ordre professionnel, mais pendant ce temps-là, ça permet de conserver notre épée de Damoclès au-dessus de la tête et de nous poursuivre régulièrement. Ouais. Donc, on voit bien qu'on n'en est pas à une contradiction près. Là. Non. Mais c'est quoi le rôle d'un ordre professionnel, selon toi, Chantal? En principe, c'est de protéger le public. Donc, pour que les gens sachent à qui ils ont affaire, qu'il y a un cursus de formation uniforme. Ça, c'est réellement pour vrai un problème au Québec parce que, bon, par exemple, Annie pratique l'irrigation colonique, qui est une technique naturelle, mais la majorité des naturopathes ne font pas d'irrigation colonique. Donc, si par exemple, quelqu'un consulte Annie, consulte moi, ils vont dire non, mais ils ne font pas le même travail. Quand les gens vont, par exemple, chez un dentiste, ben, ils savent ce qui va se passer chez le dentiste. Et à quelques détails près, tous les dentistes pratiquent à peu près de la même façon. Donc, c'est ça un ordre. Ça encadre les membres et c'est supposé protéger le public en établissant des standards de formation et des standards de pratique. Mais clairement, on l'a vu durant la période COVID, il n'y a aucun ordre qui a protégé le public. Ils sont devenus les alliés du gouvernement pour faire avancer un narratif. Donc, puis aujourd'hui, on le voit encore, les médecins spécialistes du Québec sont en guerre contre le gouvernement actuellement à travers parce qu'ils reprochent le gouvernement d'exiger des choses de leur part, les traitent de paresseux, le gouvernement les traite de paresseux, puis tout ça. Puis là, ils ont sorti une campagne publicitaire contre le gouvernement, puis ils reprochent à leur ordre de ne pas les protéger, alors que le mandat d'un ordre professionnel, c'est de protéger le public. On vit vraiment une bascule aujourd'hui qui est assez fascinante quand on regarde vraiment ce qui est censé être la définition de quelque chose, puis qu'on l'utilise à d'autres faits pour arriver à des fins personnelles ou des fins qui sont dirigées par un narratif dominant. Ce durcissement législatif, Chantal, a-t-il eu un effet dissuasif sur les jeunes professionnels qui voudraient s'orienter, par exemple, vers la naturopathie? Bon, je suis à l'extérieur du Québec, donc je ne sais pas si j'ai le pouls exact de ce qui se passe, mais c'est sûr qu'avec le jugement qui a été rendu contre Annie, plusieurs personnes m'ont contacté pour me dire moi, je suis étudiante en 2e année de naturopathie, est-ce que je devrais continuer? Il y a des naturopathes qui sentent justement que la pression se resserre et tout ça et qui considèrent carrément faire autre chose. Parce que ce qu'on doit aussi comprendre, là, c'est que on est souvent en naturopathie mus initialement par nos propres problèmes de santé. Moi, ça a été mon cas, ça a été le cas d'Annie. Très souvent, on a eu des problèmes de santé importants. On n'avait pas les réponses dans le système conventionnel. On a trouvé nos réponses dans les approches complémentaires et on est devenu passionné de ça. Donc, la plupart d'entre nous, on est presque dans des missions de vie et pas nécessairement là, dans des pratiques parce qu'il faut comprendre que c'est pas très payant au Québec de gagner sa vie en tant que naturopathe. Donc, il y en a plusieurs qui se disent est-ce que le jeu vaut réellement la chandelle et se réorientent ailleurs ou parce qu'ils faisaient de la naturopathie à temps partiel décident de carrément laisser tomber. Si des gens comme Annie avec 25 ans de pratique ou comme moi avec 28 ans de pratique, on se remet en question, on peut comprendre que les jeunes étudiants hésitent énormément. Et le problème aussi, c'est que comme je disais tantôt, c'est que ça renvoie l'image au public d'une certaine dangerosité de consulter avec des naturopathes. Les gens qui ne prendront pas le temps d'écouter des émissions comme celle-ci vont penser que c'est parce qu'elle a commis un acte répréhensible, qu'elle a blessé quelqu'un, etc. Et donc, les gens vont dire à leurs proches qui consultent « Ah, tu devrais peut-être pas consulter des naturopathes, c'est dangereux, c'est illégal, etc. » Donc, encore une fois, il y a des raisons pour lesquelles, de temps en temps, il y a un agneau sacrificiel qu'on voit passer. C'est que ça a un impact très fort. Et les gens, ben, écoutez, notre santé, on dit souvent, c'est notre bien le plus précieux. Donc, c'est sûr que ça donne peur aux gens, ça fait peur. Et donc, ça fait peur à la population, mais ça fait peur aussi aux praticiens. C'est pour ça qu'on fait ça. Oui. Chantal, il me reste 2 questions. En 30 secondes, parce que le temps file. Derrière cette centralisation, est-ce que tu vois un projet de société plus large, politique, économique, voire même idéologique? Absolument. Oui. Absolument. Puis, ma dernière question pour toi, c'est
Comment redonner confiance aux citoyens et replacer la foi, la conscience et la responsabilité individuelle au cœur de la santé? C'est une question d'une demi-heure. Oui. Je pense que d'abord, la confiance dans les institutions s'est grandement érodée depuis la pandémie, avec aussi toutes les vérités qui sont en train de sortir, par exemple, du côté américain, par rapport aux adjuvants dans les vaccins, etc., etc. Donc, je pense que la confiance du public dans les institutions, ça va prendre un temps. Ça va prendre qu'il y ait des gens, justement, comme Robert Francis Kennedy, qui arrive avec un parcours qui démontre qu'il n'était pas achetable et qui faisait les choses pour les bonnes raisons. Et je pense qu'avec des gens comme ça en place, évidemment, ça nous en prendra aussi au Québec, quand les gens vont voir qu'il y a des gens qui sont là pour les bonnes raisons et qu'on n'a pas un système de maladie, mais un système de santé réel. Oui. Je pense qu'il y aura éventuellement une reprise de confiance. Le problème, c'est qu'il y a des obstacles économiques à ça. Et ça, il va falloir qu'un jour les Québécois le comprennent, que quand on vit dans la province qui a inventé l'assurance maladie, qui a inventé l'assurance médicaments, qui a eu le premier collège des médecins, la première université où on enseignait la médecine, on est un fief de Big Pharma. On a une concentration incroyable de compagnies pharmaceutiques. On a 90 000 emplois au Québec directement reliés à l'industrie pharmaceutique. Il y a des impôts qu'on prélève sur ces salaires-là et tout ça. Donc, il y a des obstacles économiques à la santé parce que la santé, c'est pas payant. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Ouais. Alors, c'est ça, tout le volet de l'éducation que moi, je mets en place et que je prône, c'est que les gens doivent être éduqués à leur santé. Mais dans un système qui bénéficie de la maladie, c'est très difficile de faire passer un message d'éducation, de prévention et de prise en charge réelle par le patient de sa santé, parce que c'est pas payant. Donc, il va falloir qu'il y ait un éveil collectif en ce sens, et il va falloir qu'à un moment donné, on place la santé et le bien-être des individus avant le capitalisme. Et ça, je ne sais pas si on verra de notre vivant à cette époque-là. Je le souhaite. J'ai quasiment envie de vous demander, est-ce que le système tel que vous l'avez décrit aujourd'hui pourrait s'apparenter à une genre de mafia de la santé? Ou de la mafia de la maladie, plutôt? Ça ne s'apparente pas, c'est exactement ça. Écoutez, Chantal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et j'ai envie de dire, quand le pouvoir décide de ce que nous avons le droit de consommer pour nous soigner, ce qui est en jeu n'est plus seulement une question de santé, mais une question de liberté. Une liberté qu'on semble perdre de plus en plus au profit d'un narratif dominant. ThéoVox existe maintenant depuis plus de 5 ans. Vous nous avez ouvert la porte de votre salon, de votre maison. Et pour cela, on vous dit vraiment un gros merci du plus profond de notre cœur pour votre confiance, votre générosité. Grâce à vos dons et votre générosité, ThéoVox peut rester debout tel un phare. On peut continuer à dire la vérité au cœur de l'actualité, oui, une vérité sans compromis parce que vous faites la différence. Vous voulez contribuer, nous aider pour la prochaine année en contribuant et nous aider à garder la mission de ThéoVox, vous pouvez le faire en devenant partenaire mensuel. Que ce soit 15, 20, 50, 100 $ ou plus, cela nous aiderait grandement à rester parmi vous. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site internet à www.theovox.tv, faire un don ou contribuer. Vous pouvez également m'écrire à info@theovox.tv. De la part de toute l'équipe de ThéoVox, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Vraiment content que tu sois avec nous ce soir. Richard, François Legault a menacé d'imposer une loi spéciale aux médecins pour forcer un nouveau mode de rémunération. Les fédérations crient à la déclaration de guerre. Pendant ce temps, les patients, eux, attendent toujours un médecin. On regarde une vidéo que j'ai préparée pour toi, puis on commente ça par la suite. Super. À l'heure où je vous parle, l'impasse persiste entre le gouvernement et les syndicats de médecins. On a déposé une 4e offre plus tôt ce matin. On espère sincèrement que les syndicats de médecins vont accepter de mettre de l'eau dans leur vin pour en arriver à une entente. Mais si les syndicats campent sur leur position, le gouvernement va déposer un projet de loi
vendredi matin. On ne fait pas ça contre les médecins. On fait ça pour les Québécois. Les médecins font un travail essentiel. Puis on a tous beaucoup de respect pour leurs compétences. Mais les médecins ont la responsabilité collective de prendre en charge les Québécois, en particulier les plus vulnérables. Ils ont la responsabilité d'être disponibles le soir, les fins de semaine. Ce qu'on leur propose, c'est que 15 de leur salaire soit conditionnel à l'atteinte d'objectifs. C'est très raisonnable, c'est même normal. Les résultats ne sont pas au rendez-vous, donc on ne peut plus continuer comme ça. Les Québécois payent cher, ils ont droit d'en avoir pour leur argent. Nous, on ne va pas céder. Si on n'arrive pas à s'entendre d'ici vendredi matin, on va déposer un projet de loi pour changer leur mode de rémunération et pour mettre fin aux moyens de pression. Eh bien, l'offre a été refusée. Mathieu, les médecins spécialistes proposent donc de recourir à un arbitre. On ne s'entend pas sur le mode de rémunération. Le gouvernement voudrait ajouter des indicateurs de performance. Les médecins le refusent catégoriquement. Et donc, les négociations sont rompues. Il n'y a plus de médiation. Les Québécois, malheureusement, ils sont tannés d'attendre. Donc, je pense qu'il y a urgence d'agir. On a vraiment été estomaqués de constater qu'il n'y avait rien de nouveau dans l'offre. Ce n'est pas un projet de loi qui est constructif, c'est un projet de loi qui est punitif, où en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que les médecins ne travaillent pas assez. Je vais continuer de me battre pour les Québécois, pour mettre plus d'argent dans leur portefeuille, pour régler avec les médecins pour que les Québécois aient accès, entre autres, à un médecin de famille. On souhaite toujours, d'ici demain matin, qu'il y ait des avancées significatives dans les négociations. On souhaite toujours une entente négociée. La procédure d'un projet de loi qu'on a annoncé pour demain, c'est une procédure parlementaire que vous connaissez bien, mais rien n'empêche de pouvoir avancer dans les discussions d'ici là. Richard, on a souvent vu les gouvernements utiliser la force pour régler des conflits. Pourquoi on a l'impression qu'au Québec, dès qu'il y a une impasse, on semble sortir la matraque au lieu de dialoguer? Est-ce que c'est la bonne technique à utiliser? Bien, en fait, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de ressources. On a changé de gouvernement combien de fois, là, avec un système de santé exécrable? Ouais. Est-ce que ça s'est amélioré? Dubé, qui est un fonctionnaire de la finance, qui arrive et qui gère ça comment? Il nomme il appelle ça une Top Gun. Ça a-tu fait bouger l'aiguille? C'est absurde parce que le client, le patient, n'est jamais mis au centre des revendications. Ouais. Mais ça revient aux médecins. Les médecins se sont fait modifier leur profession quand on a étatisé le système de santé. Donc, ils sont devenus des fonctionnaires. Mais fonctionnaires, et d'ailleurs, ils se trompent souvent. Au lieu de parler de leur ordre professionnel, ils parlent de leur syndicat. Ouais. Un professionnel qui est supposé être un entrepreneur, ce qui était le cas des médecins avant l'imposition du système de santé étatisé, c'est-à-dire 100% public, gratuit, qu'on disait, c'est jamais gratuit. Là, il n'y a plus de ressources pour le renouveler. Eux autres ne veulent pas perdre leurs conditions. Et la dernière offre du gouvernement, je te dis, ton salaire maintenant, tu vas avoir 15 de moins. Et si tu performes, tu vas retenir ton salaire que tu avais. Ouais. Qui dans la société va dire oui à ça? C'est à peu près zéro. Bien, clairement. Fait qu'on comprend les médecins. Mais pourquoi les médecins revendiquent comme des vulgaires fonctionnaires? C'est qu'on les a emmenés et ont fini par accepter d'être dans ce monde-là. Et là, ce qu'on dit, c'est si la loi spéciale est adoptée demain matin à 8 heures, les médecins vont s'en aller. Ils vont partir en Ontario, partir aux États-Unis, ils vont prendre leur retraite. Bien, il est peut-être temps que le système qui montre un peu qu'il est dans un cul-de-sac, parce que dans le fond, le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre financière pour en injecter. On ne produit pas assez de médecins pour répondre à la demande des citoyens. On est tous pénalisés. J'attends toujours, moi, mon fameux médecin de famille là, qu'on m'a promis il y a 6 mois, quand j'ai perdu le mien. C'est de la bouillie pour les chats. Ils m'ont même envoyé un autre médecin par erreur. Donc, on voit qu'il n'y a aucune amélioration. Vivement l'intelligence artificielle qui va remplacer les avocats, les médecins. Ouais. Ça s'en vient, là. Ouais. Et c'est peut-être ça qui va être la solution en bout de ligne. Ça va être économique et ça va faire disparaître beaucoup de relations humaines. Ouais.
J'aimerais ça qu'on parle des ordres professionnels, mais juste Ouais. avant, j'aimerais ça qu'on regarde, justement, il y a une publicité qui est sortie avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec, puis il y a eu le président qui est sorti sur TikTok. On regarde ça, puis on poursuit par la suite. Je suis Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui représente 11 000 médecins dans 59 spécialités. Dans le contexte de notre négociation, le gouvernement du Québec crée un narratif, dit qu'on est paresseux, qu'il a besoin de passer des lois pour nous forcer à travailler plus. En réalité, il n'y a pas besoin de nous forcer, on veut soigner plus de patients. Pendant ce temps-là, le gouvernement gaspille les fonds publics, crée des structures coûteuses, bureaucratiques comme Santé Québec, puis fait des compressions dans le réseau. Nous, on manque de personnel, on manque d'outils, les hôpitaux sont souvent vétustes. Je donne l'exemple d'une salle d'opération comme celle-là aujourd'hui, qui est vide, pas parce qu'il manque de patients ou de médecins, parce qu'on n'a pas de budget pour les opérer, il manque de personnel. Donc, pour lever le rideau sur cette réalité, on part une campagne publicitaire qui s'intitule « C'est malade ». Bon, on l'a perdu. L'équipement est encore brisé. Faut reporter la chirurgie. Ça n'a pas de sens. Travailler dans ces conditions-là, c'est... Malade! Chérie! Le médecin vient de m'annoncer que mon opération va être devancée! Wouhou! Pour arriver à ça, faudrait que le gouvernement donne aux médecins spécialistes les moyens de garder notre système en santé. Ça, ce serait vraiment malade. Un message de la FMSQ. Tu sais, Richard, je veux te parler des ordres professionnels parce que là-dedans, ils sont censés protéger le public, mais honnêtement, est-ce qu'ils le font encore? On dirait plutôt qu'ils défendent leurs propres intérêts quand ça leur adonne ou ils sont alignés avec le narratif du gouvernement quand ça leur adonne également. Fait que, quelle est la fonction vraiment d'un ordre professionnel? Il y a 46 ordres professionnels au Québec. Hein. Souvent, quand je dis ça, les gens disent « Ah, 46? » Ben oui, il y en a beaucoup. Mais les ordres professionnels, c'est quand tu travailles avec des professionnels qui ne sont pas syndicables parce qu'ils sont autonomes, ils sont entrepreneurs, etc. Et on a changé la fonction des médecins. Ils sont devenus des fonctionnaires. Donc, les ordres professionnels qui sont censés protéger l'intérêt public sont devenus des protecteurs des membres, comme un syndicat. Et là, surtout depuis le COVID, les gouvernements ont tellement mis de pression sur toutes les institutions que les ordres professionnels, souvenons-nous de l'époque COVID, là, ils ont embarqué dans le narratif qui était anti-scientifique pour les médecins, anti-justice pour les avocats. C'était une inversion complète qu'on a vécue. Donc, l'État est devenu le boss des ordres professionnels. Et là, les médecins s'en plaignent parce qu'ils disent « Voyons donc, vous ne nous défendez pas. » Alors, les omnipraticiens veulent débarquer leur président, donc la guerre est prise. Et les spécialistes font une campagne de publicité qui dénonce leur profession. Là, soyons clairs, cette publicité-là, je ne l'avais même pas vue. Là. C'est un désastre quand tu y penses. Ils sont en train de dire, c'est mauvais, là, c'est mal fait, mais en plus, tu es en train de dire que c'est un peu ce qu'Yvon Deschamps disait, allez pas à l'hôpital, tout le monde est malade. Ça aurait été mieux qu'ils prennent Yvon Deschamps et qu'ils le montent sur un lit d'hôpital à l'âge qu'il est rendu, en train de nous dire que le système est complètement perturbé. Mais la population comme nous autres, on veut des soins de santé qui sont supposés être universels et gratuits. On peut-tu juste répondre à cette demande-là? Absolument, tu as absolument raison. Et on nous casse les pieds avec leurs négociations. On va-tu arrêter de chicaner? Est-ce que les ordres professionnels ont encore leur raison d'être aujourd'hui? Bien, ils ont raison d'être s'ils protègent l'intérêt public, ce qui est à peu près pas le cas, on l'a vu depuis le COVID. Clairement. Les syndicats ont dit à leurs employés qui se faisaient menacer de perdre leur emploi s'ils ne se faisaient pas injecter. Ils n'ont dit rien. Ils n'ont pas protégé leurs membres. Fait qu'on voit qu'il y a un chambardement, il y a une révolution qui s'est créée depuis 2020. Et là, on est dans un État qui est de plus en plus totalitaire. Alors, Legault, je pense qu'il joue le tout pour le tout. Il est en train de sortir toutes ses cartes. Là. Son discours tout à l'heure que tu as fait jouer, il est déconnecté de la réalité. Il pense qu'il est en train d'augmenter la richesse du Québec. C'est échec après échec avec les Nordvolt et compagnie. On n'a pas besoin d'aller voir les budgets pour aller voir que c'est un désastre économique plutôt. Et ça devient écologique en bout de ligne parce qu'il affecte tout. Mais en bout de ligne, c'est intéressant de voir que les ordres professionnels se sont
ont été asservis à l'État. Ouais. Et là, maintenant, on n'a plus de marge de manœuvre et ça ne fait plus vraiment de sens par rapport aux protections du public. Ce serait ça que je pourrais te donner comme conclusion. Bien, tu parles de François Legault. Justement, parlons-en de François Legault. Il y a un sondage récent qui montre que 3 Québécois sur 4 veulent que François Legault quitte avant ou après la fin de son mandat. Son message, il passe de moins en moins. Est-ce que François Legault, selon toi, est en train de perdre le contact avec le monde ordinaire? Il a perdu le contact. Et ça, c'est normal. Hein? On parle de bunker au gouvernement. Pour l'avoir vécu, ils sont tellement occupés avec pas grand-chose. Hein? Parce que c'est... Un député va dire, écoute, je travaille 70 heures par semaine. Et c'est vrai. Mais quand tu sièges 14 heures dans une commission à vérifier ligne par ligne les projets de loi, est-ce que tu es productif? C'est ça la question. Personne ne se pose la question. Donc, on les occupe tellement qu'ils sont épuisés. Et on leur passe à peu près n'importe quoi parce qu'il y a une manipulation qui est faite à ce niveau-là. Donc, le premier ministre, lui, est visé par tout ce qui bouge, là. Moi, j'ai vu au cabinet du premier ministre voir 50 drames par jour là, qui arrivent de partout dans toutes les régions du Québec. Et là, il faut que tu jongles avec tout ça avant que ça fasse les médias et que ça fasse que ce soit connu par le public. Donc, il faut il faut organiser, en fait, les ressources. Et à travers tout ça, il y a les négociations avec les syndicats, avec les médecins, avec tout le monde. Ouais. Et ça tiraille de partout, à peu près en même temps. Donc, Legault est protégé en se faisant isoler et on lui donne l'information qu'on veut lui faire traiter pour son propre bien, mais ça finit que lui est dans un petit hublot. Et la réalité que vous et moi vivons à la maison est tout autre. Ben oui, et là, tu l'écoutes parler comme tout à l'heure et tu dis, il ne comprend même pas ça n'a pas de bon sens ce qu'il vient de dire. Il pense encore qu'il aide le Québec. Les faits, c'est que quand il voit le sondage, depuis son remaniement, il essaye de sauver les meubles. Moi, je pense qu'il va démissionner d'ici Noël. Sinon, il va entraîner comme un boulet tous les députés de la CAQ, il va les entraîner au fond du fleuve. Là. Une chance que le fleuve n'est pas profond de ce temps-ci. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'analogie que tu fais, elle est tellement bonne parce que c'est comme un show de réalité où on isole la personne, puis elle n'est pas au courant de ce que le monde pense d'elle. Mais elle est filmée 24/7. Exactement. Donc, nous, on voit tout, puis on se dit, déconnecté. Mais oui, puis après ça, elle se fait critiquer, elle se fait médire, elle se fait caler peut-être tous les noms, puis elle ne sait pas. Puis quand elle sort, ben back to reality, là, elle réalise comment mais j'ai pas hâte de voir Legault en speedo, par exemple. Non. Penses-tu que le bras de fer avec les médecins, c'est aussi une manière pour Legault de montrer ou de se montrer fort? Bien, il essaye. Hein? C'est le dernier souffle. Ouais. Fait que si ça ne marche pas d'ici Noël, ben surprenez-vous pas s'il vous annonce sa démission à 67 ans. Ce qui est très noble. Il y a quand même 2 gouvernements majoritaires, il y a presque 2 mandats complets. Et là, il quitterait un timing extraordinaire pour un parti qui va être renouvelé. Mais qui peut le remplacer? Mais avant d'arriver là, reprenons ce que Carney a fait avec les libéraux. Ouais. Alors, Carney, c'est celui qui a été mis en place, mais les libéraux, l'organisation, comme disait Trudeau, il va falloir que tu t'en ailles. Ouais. Et il ne voulait pas partir. Donc là, il y a des bonbons qui se distribuent à ce moment-là. Trudeau part, je démissionne. On se souvient que Chrystia Freeland a préparé le terrain. Absolument. Et Chrystia Freeland, très proche de Carney. Donc, on voit que tout ça est planifié. Ouais. Mais ça peut être planifié de façon efficace. Et Carney et les libéraux l'ont prouvé. Ils ont presque eu un gouvernement majoritaire. Donc, ça, c'est un peu le modèle qui pourrait servir à la CAQ. Et ça aurait beaucoup de sens parce que le remaniement jusqu'à Noël, c'est la dernière chance. L'aiguille ne bouge pas. Là. Si on prend des sondages, ça va être de pire en pire. Et celui à 74 contre Legault, ben c'est dur d'aller... Ça, il le voit à l'intérieur des murs parce qu'il voit les médias. Oui. Et là, lui, il prend note de ça, puis il commence à dire à sa femme, ben il est peut-être temps qu'on fasse le voyage qu'on voulait faire depuis longtemps. Et moi, je pense que le petit dauphin, c'est le ministre de la Constitution, là. On en a parlé la semaine passée. Simon Jolin. Simon Jolin Barrette, qui a fait un peu un sans faute depuis qu'il est au pouvoir. Mais comme je disais, il y a le charisme d'un comptable. Donc, il est à 14 % dans les sondages comme remplaçant de Legault. Celle qui était flamboyante pendant les 4 premières années a perdu beaucoup du poil de la bête, surtout au transport. C'est beaucoup mélangé dans ses menteries, etc. Elle est rendue à 10 %. Donc, on voit déjà que juste ce sondage-là est en train de dire, surprenez-vous pas, si en janvier, on est dans une course à la chefferie à la CAQ, janvier-février,
en prévision du printemps pour avoir une campagne électorale à l'automne avec une nouvelle organisation qui pourrait sauver quelques comtés avec un chef qui va être capable de faire oublier ce que Legault a créé comme situation. Pendant que ça brasse ici au Québec, ça bouge aussi à Ottawa. Mark Carney veut libérer le Canada de sa dépendance envers les États-Unis, mais son plan de diversification économique ressemble de plus en plus à un alignement sur les grandes puissances mondiales et les institutions globalistes. Richard, Mark Carney dit vouloir libérer le Canada de sa dépendance aux États-Unis. Mais est-ce qu'il nous rattache pas encore plus à un autre pouvoir, celui des grandes institutions mondiales, des banques centrales puis des multinationales? Je pense que les projets de loi C8, C9, etc., qu'on a parlé déjà, démontrent le plan. Hein? Et là, le budget s'en vient le 4 novembre prochain. Alors, tout ça fait partie de comment on présente ça à la population. Donc, ils sont là-dedans beaucoup, et ils ont prouvé par l'élection qu'ils sont capables de monter un scénario théâtral et le suivre à la lettre et bien fonctionner. Donc, moi, je pense qu'on nous coupe en salami encore une fois, où là, tranquillement, on nous prépare un budget désastreux. Les libéraux sont excellents là-dedans, depuis Trudeau surtout. Et avec un budget désastreux, est-ce que l'opposition va nous empêcher, donc défaire le budget, ce qui défait le gouvernement instantanément? La seule façon de défaire un gouvernement avant les élections, c'est le budget. Parce que s'il n'y a pas d'argent, on ne peut plus continuer. Donc, les conservateurs vont avoir quelques maladies le 4 novembre, pas le 4 novembre, mais le 4 novembre, le jour du vote du budget, probablement. On ne voudra pas défaire le gouvernement sur le vote pour accepter le budget. Et à ce moment-là, le budget va passer et les conservateurs vont dire, bien, on était contre, mais on n'a pas réussi à renverser la vapeur. Donc, les libéraux vont gagner d'une façon ou de l'autre. Parce que s'ils décidaient de défaire le gouvernement, ils se feraient reprocher, les conservateurs, d'avoir défait le gouvernement et d'avoir provoqué une élection encore dans la même année. Et ça jouerait à l'avantage des libéraux aussi. Ça, c'est les scénarios qui sont avancés. Quand Carney parle de Buy Canadian, acheter canadien, de transition verte, puis de décisions difficiles, est-ce qu'il n'est pas en train de servir un agenda mondialiste où tout devient harmonisé, contrôlé, puis prévisible? Mais si l'identifiant bionumérique s'en vient, il s'en vient à vitesse grand V, parce que Carney, on l'oublie, mais il a été mis en place pour ça. Et ces projets de loi témoignent qu'ils vont nous empêcher de critiquer. Si on ne peut plus rien dire sur les réseaux sociaux par rapport à l'identifiant bionumérique, comme ils font en Angleterre actuellement, ils se font ramasser par les médias sociaux. Là. Les gens se mobilisent dans les rues. Nous, on ne pourra pas le faire parce que les lois actuellement sont en train d'être adoptées. Donc, si l'identifiant bionumérique est adopté sous le gouvernement Carney, peu importe ce qu'ils nous présentent, ça va devenir secondaire. Parce qu'ils vont contrôler nos allées et venues de A à Z. Alors, on arrive là à très, très, très grands pas. Et le scénario du budget et la façon qu'il agit par rapport aux États-Unis, il a annoncé qu'il était pour avoir les coudes en l'air et de péter la gueule de Trump. Ils l'ont élu presque majoritaire, les Canadiens, surtout au Québec, ce qui est une grosse surprise. À quelle heure vous êtes devenu cave, là? Ben, c'est comme ça. Et il a fait 0. Hein? C'est comme si tu dis, m'allais casser la gueule de l'autre et je me cache. Donc, non seulement il n'a rien fait, mais il a reculé sur toutes les politiques régressives. Parce que si je te dis que toutes les importations américaines vont être taxées de 25 bien, qui paye? C'est nous autres. Autant où Trump, il fait payer les Américains pour la surtaxe qu'il a présentée sur les métaux, sur le bois, tout ça. Lui, il joue le moyen-long terme, mais Carney, il devait tout régler ça en dedans de 2-3 mois. Fait que les oppositions ont raison de dire qu'il n'y a rien livré. Et une fois que tu arrives là-dedans, tu nous arrives avec un budget désastreux, avec des projets de loi totalitaires, mais dans les faits, tu n'as pas le droit de critiquer, la haine, définis-moi ça, bonne chance, etc. Donc, on n'a plus de droit, on n'aura plus d'économie ou à peu près. Et lui va faire ce qu'il veut, comme un gouvernement totalitaire fait de toute façon, sans avoir réglé le problème des douanes américaines ou du commerce américain, en fait. On en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui ensemble. On parle beaucoup d'élite mondiale, mais est-ce que, quelque part, on n'est pas utilisé ou asservi nous-mêmes aujourd'hui parce qu'on aime nos téléphones, nos tablettes, nos produits à bas prix? Est-ce qu'il n'y a pas là une perte de souveraineté? Est-ce que c'est pas non plus aussi de dire
qu'on n'est pas prêt à laisser le prix de notre confort. Donc, on rentre dans le système nous-mêmes, puis on est asservi par le système. On a vu le bel exemple avec COVID-19. Ouais. Donc, beaucoup sont allés volontairement par peur des maladies, peu importe. Là. Ils ont cru le narratif et ils ont fait la queue, souvenons-nous, pour aller se faire injecter le poison. Okay? Il y en a qui ont refusé, hein, ils ont dit non, non, je ne prends pas ça. Et là, ils se sont fait dire, tu vas perdre ton emploi, tu n'iras pas au restaurant, c'était quoi d'autre là? Tu ne peux pas voyager. Ouais. Alors, moi, j'ai des amis qui m'ont dit, moi, je vais aller en Floride. Confort, tu dis? Ben oui, je vais aller en Floride, donc je me fais injecter. Aller au restaurant, là, si tu te fais injecter un poison pour aller au restaurant, tu peux imaginer le niveau de facilité pour manipuler des gens comme ça. Alors, quand ça va être l'identifiant bionumérique qui passe par ton téléphone, il faut que tu sois prêt à laisser aller ton téléphone. Et effectivement, le confort va être un bon moyen pour retenir les gens prisonniers de la technologie qui t'a servi. Ouais. Et c'est à ça qu'il faut penser maintenant, parce que ça s'en vient bientôt. Là. Il y a d'autres batailles qui se préparent à Ottawa, celle du pouvoir puis du timing. En fait, je vais t'expliquer, probablement tu le sais déjà. Alors que Poilievre multiplie les sorties chocs et polarise l'opinion, notamment en lien avec sa sortie sur la GRC, il y a plusieurs voix conservatrices proches de Stephen Harper, comme Dimitri Souda et Jason Kenney, qui laissent entendre qu'il serait peut-être un peu... qu'il serait le temps, pas un peu le temps, mais qu'il serait le temps de changer de capitaine. Certains parleraient même d'un coup d'État interne préparé en coulisses pour replacer un chef présentable avant les prochaines élections. Pourquoi ce timing, Richard? Puis Poilievre est fort dans les sondages, il domine les discours, alors pourquoi les anciens du parti choisissent ce moment comme celui-ci qui est pour le fragiliser davantage? En fait, il n'est pas fort dans les sondages. Donc, on est resté sur l'impression des élections où il y a eu un bon score, mais on oublie qu'il a perdu son comté et qu'il n'agit pas comme un futur premier ministre. Et ça, je fais longtemps que je le dénonce. Les gens disent « tu ne l'aimes pas ». C'est pas une question de l'aimer. Il n'est pas premier ministrable. Là, il l'a prouvé parce qu'il a eu le temps de démontrer ce qu'il pouvait faire. Là, maintenant qu'il est élu, parce qu'il a fallu qu'il aille chercher un comté, ça l'a retardé. Là, il agit tellement comme un chef d'opposition qu'il a dénoncé la GRC par rapport à Trudeau. C'est comme si on parlait de Maurice Duplessis. Là. Tu ne peux pas revenir en arrière comme ça. Si tu fais ça, tu es en train de dire « je suis dans les positions » de façon éternelle. Et c'est ça que les mots que Dimitri Soudas a employés, qui était mon employé à l'époque où j'étais avec Harper. Mais Harper, ce qu'on ne connaît pas, peut-être, c'est qu'il a fait un coup d'État contre Stockwell Day, qui était le chef de l'Alliance canadienne, et ils l'ont affaibli en faisant démissionner des députés en réaction aux politiques de Stockwell Day. Et Stockwell Day étant affaibli, on a passé des couteaux dans le dos, Harper et son groupe est arrivé pour prendre le leadership du parti, fusionner avec le Parti des progressistes conservateurs et faire le Parti conservateur qu'on a connu. Stephen Harper veut remplacer Pierre Poilievre. Parce que Stephen Harper, c'est encore les ficelles du Parti conservateur. C'est le fondateur, donc c'est pareil comme Legault. Ils ont des poids énormes par rapport à la démocratie interne, jusqu'à temps que tes élus commencent à tirer la couverture. À la CAQ, on l'a vu avec Legault, où une députée a démissionné, l'a dénoncé. Bien, s'il y avait 4 députés conservateurs qui se retiraient, qui devenaient indépendants au nom d'on est contre le chef, ce serait le début de la fin. Et le timing que tu parlais est très bon parce qu'on a une fenêtre d'1 an devant nous pour faire l'équivalent en course automobile de changement de pneus. Hein? Pendant que tout le monde roule, toi, tu arrêtes puis tu changes tes pneus. Oui, mais ça va être payant dans 6 mois, 1 an. Mais quel chef qui pourrait remplacer Poilievre? En fait, ils ont même calé Jason Kenney. C'est pour ça que tu en parlais. C'est que Jason Kenney était premier ministre de l'Alberta, donc il est beaucoup plus aguerri comme politicien. Il a été un très bon fidèle sous Harper, alors que Pierre Poilievre fait ses classes actuellement. Mais quand tu as perdu l'élection, tu es supposé de démissionner comme chef. Okay? Fait que ça, Poilievre n'a pas été noble en disant pas « je démissionne ». Par rapport à ses membres, etc. Et là, on s'en va vers un congrès janvier. Donc, si on prépare bien le terrain puis qu'il y avait 2-3 députés qui sortaient, il y aurait de la misère à avoir son vote de confiance au congrès. Et là, il serait obligé de démissionner. Et là, tu aurais une fenêtre de 6 mois minimum pour replacer le leadership du parti en prévision qu'avec un nouveau chef, encore une fois, comme Legault, si on change le chef, tous les mauvais coups de l'ancien chef partent un peu avec lui. Ils sont oubliés. Mais on pas oubliés, mais sont moins à la charge du nouveau chef.
On parle du Jason Kenney qui a enfermé des pasteurs en Alberta, puis que sa feuille de route n'était pas très, très, très reluisante là, en Alberta. Ça prouve qu'il est docile. Il a suivi le narratif. Ouais. Moi, je connais Jason, ça fait des années. C'est pas le même Jason que j'ai connu avant qu'il soit ministre. C'est surtout pas le même Jason qu'une fois qu'il est devenu premier ministre de l'Alberta. Mm-hmm. Et tout le monde pensait que c'était un vrai conservateur jusqu'à temps qu'il voit qu'il appliquait les normes COVID de A à Z. Ouais. Il était aussi pire qu'au Québec. Et de là, à enfermer tout le monde, parce que c'était ça le narratif de l'époque, c'est ce que les mondialistes ont imposé. Les mondialistes continuent de contrôler nos gouvernements. Donc, ça prend quelqu'un d'efficace, qui est capable de gagner une élection et qui va suivre le narratif. Il s'appelle Jason Kenney pour les conservateurs. Cette guerre de pouvoir, c'est une question d'image pour sauver le parti, selon toi? C'est une question, c'est plus que d'image, c'est vraiment du marketing stratégique, au sens où si on agit de telle façon, on communique de telle façon, on va créer telle réaction chez les gens. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, je fais le parallèle parce que c'est intéressant de voir le timing des deux. Legault joue le tout pour le tout, et il regarde les sondages, et si ça continue à mal aller, bien, il va peut-être tirer sa révérence. De l'autre côté, c'est est-ce qu'on devrait débarquer le chef qui ne veut pas débarquer? Là? Pierre Poilievre, il est sûr qu'il fait une bonne job. Et Dimitri Soudas a pas... Il fait des commentaires politiques depuis des années. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, il était conservateur sous Harper, il est démissionné, il est allé avec les libéraux, donc il y a une feuille de route un peu chaotique. Donc, qu'il fasse une sortie comme ça qui a été très, très... Ça a créé un scandale pas mal. Hein? Il est sorti dans le Toronto Star, ça a été repris par Radio-Canada. On voit qu'il y a une stratégie derrière ça. Alors, il n'y a pas besoin de se faire dire par Stephen Harper quoi dire. On lui dicte une feuille de route qui a de l'impact et ça donne une crédibilité à l'interne. Il est très connu par les députés conservateurs et ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact ces derniers jours par rapport à ça. Maintenant, le nom de Jason Kenney est revenu par hasard dans l'actualité et les gens disent peut-être qu'il ferait un meilleur chef que Pierre Poilievre, vois-tu? Fait que ça prend ça. Merci, Richard, pour cette tournée des actualités politiques, parce qu'on a couvert quand même 4 sujets intéressants ce soir. Merci. Merci. Vous savez, ce soir, à travers 4 regards, une même vérité s'impose. Le Canada traverse une crise morale, une crise de conscience. Avec Georges Buscemi, nous avons vu comment la mort devient rentable, déguisée en compassion. Avec Charles-Anne Dumas, nous avons compris que la santé devient un marché où la liberté se vend au prix du contrôle. Avec Daniel et Rose, nous avons entendu le cri d'une génération blessée à qui l'on a vendu la liberté en lui volant son identité. Et avec Richard Descaries, comme vous venez d'entendre, nous avons constaté que la politique devient un théâtre alors que les vrais combats, ceux pour la vérité et la souveraineté, se jouent aujourd'hui en coulisses. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure où on parle de dignité, mais on tue au nom de la compassion. On parle de sécurité, mais on retire la liberté de choisir. On parle de progrès, mais on efface la vérité biologique, morale et spirituelle. On parle d'inclusion, mais on exclut Dieu du cœur de l'homme. On parle d'amour, mais on détruit la famille, la foi, la vie et l'identité. Nous vivons dans un monde qui glorifie la mort au nom de la vie, qui fabrique la souffrance au nom du bien-être et qui porte la liberté tout en forgeant des chaînes invisibles. Mais au milieu de cette confusion, une lumière demeure, celle de Jésus-Christ. Quand tout vacille, la médecine, la morale, la politique, il reste un royaume que rien ne peut ébranler. Car la véritable liberté ne vient pas d'un gouvernement ni d'une loi, elle vient du Christ, la vérité qui affranchit. D'ailleurs, l'Évangile de Jean au chapitre 8, le verset 32 nous dira « Vous connaîtrez la vérité et la vérité, Jésus, vous rendra libre. » Isaïe, le chapitre 5, le verset 20 va nous dire « Malheur à ceux qui appellent aujourd'hui le mal bien et le bien mal, et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 5, ça nous dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Ce soir, face à la culture de mort, à la médicalisation du désespoir, à la centralisation de la pensée, à la marchandisation du corps, une seule voie s'impose, celle de la vie. Le monde cherche la paix dans la loi, le bonheur dans la science et la guérison dans la chair. Mais la vraie paix,
la vraie guérison, la vraie vie se trouve dans une seule personne, et j'ai nommé celle de Jésus-Christ. Là où la société parle de fin, lui, Jésus, parle de recommencement. Là où le système dit « tu n'as plus d'espoir », Jésus dit « j'ai fait toutes choses nouvelles ». Là où les politiciens veulent bâtir un nouvel ordre mondial, Dieu prépare un royaume éternel. Nous sommes à l'heure du choix. Le choix entre le confort et la vérité, entre le mensonge collectif et la lumière personnelle, entre le contrôle des hommes et la souveraineté de Dieu. Car au-dessus des lois que mettent en place nos gouvernements, des projets de santé, des idéologies du jour, il y a une seule loi qui demeure, celle de l'amour, de la vérité et de la vie éternelle. Et cette loi n'est pas votée au Parlement, elle est écrite dans le cœur de ceux qui y croient. 2 Timothée 1,7 dira « Car Dieu n'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. » Ce soir, souvenons-nous, la mort n'aura jamais le dernier mot, la vérité n'est pas négociable et l'espérance n'est pas un concept. Elle porte un nom et son nom est Jésus-Christ. Et ma prière pour vous ce soir, c'est que tout comme moi, vous puissiez découvrir qui il est, le Seigneur Jésus-Christ, et le bienfait qu'il peut apporter à chacune de vos vies. C'était Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine. Si vous désirez approfondir ce désir de donner un sens à votre vie, de découvrir cette paix, cette joie, cette liberté que nous trouvons en Jésus-Christ, il est notre espoir. Il est notre seul espoir. Si vous désirez recevoir gratuitement une Bible à votre domicile et que vous demeurez ici au Québec, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante qui est info@tovox.tv. Ce sera avec le plus grand des plaisirs que de vous faire parvenir ce livre rempli de toutes ses richesses ainsi que ses vérités. Dans Psaume 119, 105, ça nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bonne lecture.